Alexandre Dumas, mes mémoires. Ces mémoires sont dédiées à l'honorable comte d'Orsay, mon frère d'art, mon ami de cœur, Alexandre Dumas. Chapitre 1. Je suis né à Villers-Cotterêts, petite ville du département de l'Aisne, située sur la route de Paris à Laon, à 200 pas de la rue de Lannou où mourut Demoutier, à 2 lieues de la Ferté-Milon où naquit Racine, à 7 lieues de Château-Thierry où naquit La Fontaine. J'y suis né le 24 juillet 1802, rue de l'Ormée, dans la maison appartenant aujourd'hui à mon ami Cartier, qui voudra bien me la vendre un jour pour que j'aille mourir dans la chambre où je suis né, et que je rentre dans la nuit de l'avenir au même endroit d'où je suis sorti de la nuit du passé. J'y suis né le 24 juillet 1802 à 5h30 du matin, ce qui me constitue, à l'heure où je commence ces mémoires, c'est-à-dire le lundi 18 octobre 1847, 45 ans et 3 mois. Je suis un des hommes de notre époque auxquels on a contesté le plus de choses. On m'a contesté jusqu'à mon nom de David de la Pailletterie, auquel je ne tenais pas beaucoup puisque je ne l'ai jamais porté, et qu'on ne le trouvera à la suite de mon nom de Dumas que dans les actes officiels que j'ai passés devant notaire ou dans les actes civils auxquels j'ai figuré comme personnage principal ou comme témoin. Je demande donc la permission, pour que toute contestation cesse à ce sujet, de transcrire ici mon acte de naissance. Extrait des registres des actes de l'état civil de la ville de Villers-Cotterêts. Du 5e jour du mois de Thermidor en 10 de la République française, acte de naissance de Alexandre Dumas David de la Pailletterie, né ce jour-là à 5h30 du matin, fils de Thomas Alexandre Dumas David de la Pailletterie, général de division, né à Jérémy, île et côte de Saint-Domingue, demeurant à Villers-Cotterêts, et de Marie-Louise Élisabeth Labouret, née au dit Villers-Cotterêts, son épouse. Le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin. Premier témoin Claude Labouret, aïeul maternel de l'enfant. Second témoin Jean-Michel de Violaine, inspecteur forestier du 4e arrondissement communal du département de l'Aisne, 26e conservation, demeurant au dit Villers-Cotterêts. Sur la réquisition à nous faite par le père de l'enfant, et ont signé Alexandre Dumas, Labouret et de Violaine. Constaté suivant la loi par moi, Nicolas Brice-Mussard, maire de la ville de Villers-Cotterêts, faisant les fonctions d'officier de l'état civil, signé Mussard. J'ai souligné les mots « son épouse » parce que, tout en me contestant mon nom de David de la Pailletterie, ceux qui me le contestaient se sont appuyés sur ce fait que j'étais bâtard. Si j'avais été bâtard, j'aurais tout simplement accepté la barre, comme on fait de plus célèbres bâtards que je ne l'eusse été, et comme eux j'eusse si bien travaillé de corps ou d'esprit que je fusse arrivé à donner à mon nom une valeur personnelle. Mais que voulez-vous, messieurs, je ne le suis pas, et il faudra bien que le public fasse comme moi, c'est-à-dire qu'il se résigne à ma légitimité. On s'est rabattu alors sur mon père. Dans un club à Corbeil, c'était en 1848, un monsieur fort bien vêtu, ma foi, et qu'on m'a assuré appartenir à la magistrature, ce que je n'eusse jamais cru si cette assurance ne m'eût été donnée par des gens dignes de foi, un monsieur qui avait lu, dans je ne sais quelle biographie, que c'était non pas moi, mais mon père qui était bâtard. Ce monsieur me dit que si je ne signais pas mon nom de David de la Pailletterie, c'est que mon père ne s'était jamais appelé de ce nom, attendu qu'il n'était pas le fils du marquis de la Pailletterie. Je commençai par appeler ce monsieur du nom dont on appelle les gens qui vous disent ces choses-là, mais le nom que je lui donnai, ayant paru lui être aussi indifférent que si c'était son nom de famille, j'écrivis à Villers-Cotterêts afin que l'on m'envoyât un second extrait des registres de l'état civil ayant rapport à mon père, comme on m'en avait déjà envoyé un premier ayant rapport à moi.
Je demande donc au lecteur la permission de lui mettre ce second extrait sous les yeux, s'il avait le mauvais goût de préférer notre prose à celle du secrétaire de la mairie de Villers-Cotterêts, qu'il s'en prenne à ce monsieur de Corbeil. Extrait des registres des actes de l'état civil de la ville de Villers-Cotterêts, l'an 1792, premier de la République française, le 28 du mois de novembre à 8 heures du soir, après la publication d'un ban fait à la principale porte de la maison commune, le dimanche 18 du courant, et affiché depuis ce temps à l'endroit à se destiner, du futur mariage entre le citoyen Thomas Alexandre David de la Pailleterie, âgé de 30 ans et 8 mois, colonel des hussards du Midi, né à Guinaudet au Trou-Jérémie en Amérique, fils de feu Alexandre-Antoine David de la Pailleterie, ancien commissaire d'artillerie, mort à Saint-Germain-en-Laye en juin 1786, et de feu Marie-Cassette Dumas, décédée à la Guinaudet, près du Trou-Jérémie, en Amérique, en 1772, ses père et mère d'une part, et la citoyenne Marie-Louise Élisabeth Labouret, fille majeure du citoyen Claude Labouret, commandant de la garde nationale de Villers-Cotterêts et propriétaire de l'hôtel de l'Écu, et de Marie-Joseph Prévost, ses père et mère d'autre part. Les dits domiciliés, quant au futur en garnison à Amiens et quant à la future en cette ville, vu aussi leurs extraits de naissance, ne s'étant trouvé aucune opposition, je, Alexandre-Auguste Nicolas Lompré, officier municipal et public de cette commune, sous-signé, ai reçu la déclaration de mariage des susdites parties et ai prononcé au nom de la loi qu'elles étaient unies en mariage. Le tout fait en présence des citoyens et des citoyennes, Louis-Brigitte Auguste Espagne, lieutenant-colonel du 7e régiment des hussards en garnison à Cambrai, natif d'Auge, département du Gers, Jean-Jacques-Étienne de Bèze, lieutenant du même régiment des hussards, natif de Clamecy, département de la Nièvre, Jean-Michel de Violaine, greffé commis à la maîtrise et notable de cette ville, tous trois amis de l'époux, Françoise Élisabeth Retou, belle-mère de l'époux, veuve de défunt Antoine-Alexandre David de la Pailleterie, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, présent le père et la mère de l'épouse, tous majeurs, lesquels ont signé avec nous, et les parties le présent acte. Marie-Louise Élisabeth de Labouret, Thomas-Alexandre Dumas David de la Pailleterie, veuve de la Pailleterie, Labouret, Marie-Joseph Prévost, Espagne, Jean-Jacques-Étienne de Bèze, de Violaine et Lompré, officier public. Cela posait que ni moi ni mon père n'étions bâtards, et en nous réservant de prouver à la fin de ce chapitre que mon grand-père ne l'était pas plus que nous, je continue. Quant à ma mère, Marie-Louise Élisabeth Labouret, elle était fille, comme on l'a vu, de Claude Labouret, commandant de la garde nationale et propriétaire de l'hôtel de l'Écu au moment où il signait le contrat de mariage de sa fille, mais anciennement premier maître d'hôtel de Louis-Philippe d'Orléans, fils de Louis d'Orléans, qui avait fait si peu de bruit, et père de Philippe Joseph, qui venait de prendre le surnom de Philippe Égalité, et qui en faisait tant. Louis-Philippe était mort d'une attaque de goutte au château de Sainte-Assise le 18 novembre 1785. L'abbé Maury, qui disputait fort en 1791 contre le fils, avait fait en 1786 l'éloge funèbre du père à Notre-Dame. Je me rappelle l'avoir très souvent entendu parler à mon grand-père de ce prince comme d'un homme excellent et assez charitable, quoique avare. Mais c'était surtout madame de Montesson que mon grand-père tenait en véritable idolâtrie. On sait que Louis-Philippe d'Orléans, veuf en premières noces de cette fameuse Louise-Henriette de Bourbon-Conti, dont les dérèglements amoureux avaient fait scandale, même à la cour de Louis XV, avait, le 24 avril 1773, épousé en secondes noces Charlotte Jeanne Béraud de la Haye du Rioux, marquise de Montesson, demeurée veuve en 1769 du marquis de Montesson, lieutenant des armées du roi. Ce mariage, quoique resté secret, s'était fait de l'agrément de Louis XV. Soulavie donne sur sa célébration et son accomplissement quelques détails assez curieux pour que nous les consignions ici.
Ces détails ne manqueront pas d'intérêt, nous l'espérons, dans une époque où les mœurs sont devenues si différentes de ce qu'elles étaient alors. Posons d'abord ceci en principe, c'est que madame de Montesson passait à la cour et à la ville pour avoir cette singulière idée de ne vouloir être la femme de monsieur le duc d'Orléans qu'après l'avoir épousé. Monsieur de Noailles a fait depuis sur la résistance de madame de Maintenon au désir de Louis XIV en pareille circonstance un livre qui lui a ouvert les portes de l'Académie. Voyez à quoi tient l'homogénéité des corps constitués. Si madame veuve Scarron n'avait pas été vierge à l'époque de son second mariage, ce qui était possible, monsieur de Noailles ne faisait pas son livre et l'Académie, où le besoin de la présence de monsieur de Noailles se faisait sentir, restait incomplète et par conséquent dépareillée. Cela ne faisait rien à monsieur de Noailles qui restait toujours monsieur de Noailles. Mais que devenait l'Académie ? Revenons à monsieur le duc d'Orléans, à son mariage avec madame de Montesson et au récit de Soulavie que nous reproduisons textuellement. La cour et la capitale étaient instruites des tourments du duc d'Orléans et des rigueurs de madame de Montesson. Ce prince, conduit par l'amour, ne voyait jamais ni le roi ni le duc de Choiseul qui ne renouvelât la demande d'épouser madame de Montesson. Mais le roi s'était fait une règle de politique qui fut suivie pendant tout son règne et qui ne permettait pas de légitimer ses enfants naturels ni ceux des princes. Par les mêmes principes, il refusait à la noblesse du royaume la permission de contracter des mariages avec les princes de sang. Les débats interminables entre les princes légitimes et les princes légitimés par Louis XIV, les intrigues dangereuses de M. Dumaine et de Mme de Maintenon étaient les derniers exemples qu'on cita pour motiver les refus dont le roi et ses ministres accablaient M. le duc d'Orléans. Le sang royal de la maison de Bourbon étant encore réputé divin, son mélange paraissait un crime politique. Du côté de Henri IV, prince béarnais, la maison de Bourbon se trouvait alliée, dans le Midi, à plusieurs maisons d'une noblesse subalterne. La maison de Bourbon méconnaissait ces alliances, et il suffisait qu'un gentilhomme peu connu eût tenté de les faire valoir pour être exclu des grâces de la cour. Le ministre était d'ailleurs si satisfait de tenir les d'Orléans sous sa dépendance que Louis XV refusa avec constance de faire madame de Montesson la première princesse de sang par un mariage solennel, obligeant le duc d'Orléans à se contenter d'un mariage secret. Ce mariage, quoique légitime comme union conjugale, n'aurait aucun des caractères de ceux des princes de sang et ne serait pas publié. Madame de Montesson ne voulait ni jouer le rôle forcé de première princesse de sang, ni soutenir avec les princesses des hostilités d'étiquette qui n'étaient pas dans son caractère. Déjà habituée à l'observation des règles de la décence avec monsieur le duc d'Orléans, elle parut contente de l'épouser comme madame de Maintenon avait épousé Louis XIV. L'archevêque de Paris, instruit de l'agrément du roi, accorda aux deux époux la dispense des 3 publications de ban. Le chevalier de Durfort, premier gentilhomme de la chambre du prince, en survivance du comte de Pons, et Périgny, l'ami du prince, furent les témoins du mariage, bénis par l'abbé Poupart, curé de Saint-Eustache, en présence de M. de Beaumont, archevêque de Paris. Le jour du mariage, le duc d'Orléans avait, à Villers-Cotterêts, une cour très nombreuse. La veille et le matin de la cérémonie, il avait dit à M. de Valençay et à ses plus intimes qu'il touchait enfin à une époque et au moment d'une sorte de bonheur, qui n'avait que le seul désagrément de n'être pas connu. Le matin du jour qu'il reçut à Paris la bénédiction nuptiale, il dit « Je laisse la compagnie, je reviendrai plus tard. Je ne reviendrai pas seul, mais bien accompagné d'une personne avec laquelle vous partagerez l'attachement que vous portez à mes intérêts et à moi-même. » Le château fut pendant toute la journée dans la plus grande attente. Monsieur d'Orléans partit sans proférer le mot « mariage », avait emporté la clé des secrets de la journée.
Le soir, on le vit rentrer au salon de compagnie, qui était très nombreux, tenant par la main madame de Montesson, sur laquelle se réunirent tous les regards. La modestie était le plus beau de ses ornements. Toute la compagnie fut touchée du premier instant d'embarras. Le marquis de Valençay alla vers elle, et la traitant avec les manières et les égards dus à une princesse de sang, il fit les honneurs de la maison, en homme initié dans les mystères de la matinée. L'heure du coucher arriva. Il était d'usage chez le roi et dans la maison des princes que le seigneur le plus qualifié, recevant du valet de chambre la chemise, la présentât au prince quand il se couchait. À la cour, le premier prince de sang avait les prérogatives de la donner au roi. Chez lui, il la recevait du premier chambellan. Il est dit, dans une lettre de madame de Sévigné du 17 janvier 1680, que, dans les mariages de la famille royale, les nouveaux époux étaient couchés et les chemises données par le roi et par la reine. Quand Louis XIV l'eut donné à monsieur le prince de Conti et la reine à la princesse, le roi l'embrassa tendrement quand elle fut au lit et la pria de ne rien contester à monsieur le prince de Conti, mais d'être obéissante et douce. Au mariage de monsieur le duc d'Orléans, la cérémonie de la chemise eut lieu de cette sorte. D'abord, un moment d'embarras la précéda. Le duc d'Orléans et le marquis de Valençay temporisèrent quelque temps, d'un côté avant de la demander, de l'autre avant de la recevoir. Il y avait dans monsieur d'Orléans l'aimable retenue d'un homme modéré dans les jouissances les plus pures. Valençay, enfin, la présenta au prince, qui, en se dépouillant de celle de la journée jusqu'à la ceinture, offrit à toute la compagnie le spectacle d'une épilation complète, suivant les règles de la plus brillante galanterie du temps. Les princes ou les grands ne consommaient de mariage ou ne recevaient les premières faveurs d'une maîtresse qu'après avoir subi cette opération préalable. La nouvelle du fait passa dans le moment de la chambre dans le reste du palais, et l'on ne douta plus du mariage du duc d'Orléans avec madame de Montesson, contrariée par tant d'intérêts et d'incidents. Le duc d'Orléans vécut depuis son mariage dans la plus grande intimité avec son épouse. Elle lui rendit entièrement les honneurs qui étaient dus au premier prince de sang. Elle l'appelait Monseigneur en public et parlait avec respect aux princesses de sang, leur accordant le pas et les préséances d'usage en entrant ou en sortant et pendant leur visite dans les grands appartements du palais royal. Elle conservait le nom de veuve de monsieur de Montesson, mais elle était appelée par son mari madame de Montesson ou simplement madame, ou quelquefois ma femme, selon les circonstances. Il l'appelait de cette manière lorsqu'il était avec des amis. Le soir, en quittant la compagnie, on lui entendait dire souvent « Ma femme, irons-nous bientôt nous coucher ?» Le caractère excellent de madame de Montesson fit longtemps le bonheur de ce prince et son propre bonheur. Elle s'occupait de musique et de chasse, dont elle partageait les plaisirs avec le prince. Elle avait un théâtre dans l'hôtel qu'elle habitait, la Chaussée d'Antin, théâtre sur lequel elle jouait avec lui. Le duc d'Orléans, né bonhomme et naïf, réussissait dans les rôles de paysan, et madame de Montesson dans ceux de bergère et d'amante. Feu madame la duchesse d'Orléans avait prostitué cette maison, au point que les dames n'y venaient qu'avec des réserves étudiées et suivies. Madame de Montesson y rétablit le bon ton, la dignité, rouvrit la porte aux plaisirs délicats et ranima le goût des arts du bel esprit, et y ramena souvent la gaieté et la bonhomie. Ce château de Villers-Cotterêts, dans lequel Soulavie raconte que s'accomplit ce mariage si désiré, était, avec Sainte-Assise, la résidence de monsieur le duc d'Orléans. Ce château faisait partie des apanages de la famille depuis le mariage de monsieur, frère du roi Louis XIV, avec madame Henriette d'Angleterre. Le bâtiment, presque grand à lui seul comme toute la ville, et qui, devenu un dépôt de mendicité, une maison d'asile, loge aujourd'hui 700 à 800 pauvres, ce bâtiment n'offre rien de bien remarquable comme architecture, à part un coin de l'ancienne chapelle qui appartenait, autant qu'on en peut juger par ce qui en reste, à l'époque de la plus belle Renaissance. Commencé par François Ier, le château a été achevé par Henri II.
Le père et le fils y ont apposé chacun leur cachet. François Ier y a sculpté ses salamandres, Henri II son chiffre et celui de sa femme, Catherine de Médicis. Les deux chiffres, qui se composent de la lettre K et de la lettre H, sont enfermés dans les 3 croissants de Diane de Poitiers. Étrange union des chiffres des époux et des armes de la maîtresse, et qui est encore visible aujourd'hui à l'angle de la prison donnant sur la petite rue qui conduit à l'Abreuvoir. Consignons ici que Madame de Montesson était la tante de Madame de Genlis et que c'est par elle que l'auteur d'Adèle et Théodore entra comme dame d'honneur dans la maison de Madame la duchesse d'Orléans, femme de Philippe-Joseph, poste qui la conduisit à devenir la maîtresse de Philippe Égalité et le gouverneur des 3 jeunes princes, le duc de Valois, le duc de Montpensier et le duc de Beaujolais. Le duc de Valois fut depuis duc de Chartres, et à la mort de son grand-père, il devint, le 9 août 1830, Louis-Philippe Ier, aujourd'hui roi des Français. Chapitre 2. Mon père, qui apparaît déjà 2 fois dans le récit commencé, d'abord à propos de mon acte de naissance, ensuite à propos de son contrat de mariage, était le général républicain Thomas Alexandre Dumas Davy de la Pailletterie. Il était fils lui-même, comme il est constaté dans les actes cités par nous, du marquis Antoine Alexandre Davy de la Pailletterie, colonel et commissaire général d'artillerie, auquel appartenait par héritage la terre de la Pailletterie, érigée en marquisat par Louis XIV en 1707. Les armes de la famille étaient d'azur à 3 aigles d'or aux vols éployés, posés 2 et 1, avec un anneau d'argent placé en cœur, embrassé par les griffes dextre et sénestre des aigles du chef et reposant sur la tête de l'aigle de pointe. À ces armes, mon père, en s'engageant comme simple soldat, ajouta une devise, ou plutôt mon père, en renonçant à son titre et par conséquent à ses armes, prit en leur lieu et place cette devise « Deus dedit, Deus dabit »« Dieu a donné, Dieu donnera », devise qui eût été ambitieuse si Dieu ne l'avait pas contresignée. Je ne sais quel brouille de cour ou quel projet de spéculation détermina mon grand-père à quitter la France vers 1760, à vendre sa propriété et à s'en aller fonder une habitation à Saint-Domingue. En conséquence de cette détermination, il avait acheté une immense étendue de terrain située vers la pointe occidentale de l'île, près du Cap Rose, et connue sous le nom de la Guinaudée, au trou Jérémie. C'est là que mon père naquit, de Louise Cessette Dumas et du marquis de la Pailletterie, le 25 mars 1762. Le marquis de la Pailletterie avait alors 52 ans, étant né en 1710. Les yeux de mon père s'ouvrirent dans la plus belle partie de cette île magnifique, reine du Golfe où elle est située, et dont l'air est si pur qu'aucun reptile venimeux n'y saurait vivre. Un général, chargé de reconquérir Saint-Domingue, qui nous avait échappé, eut l'ingénieuse idée, comme moyen de guerre, de faire transporter de la Jamaïque à Saint-Domingue toute une cargaison de reptiles les plus dangereux que l'on put trouver. Des nègres charmeurs de serpents furent chargés de les prendre sur un point et de les déposer sur l'autre. La tradition veut qu'1 mois après, tous ces serpents eussent péri depuis le premier jusqu'au dernier. Saint-Domingue n'a donc ni serpent noir comme Java, ni serpent à sonnette comme l'Amérique du Nord, ni cobra capel comme le Cap, mais Saint-Domingue a des caïmans. Je me rappelle l'avoir entendu raconter à mon père, j'étais bien enfant puisque mon père est mort en 1806 et que je suis né en 1802, je me rappelle, dis-je, avoir entendu raconter à mon père qu'un jour, revenant à l'âge de 10 ans de la ville à l'habitation, il avait vu, à son grand étonnement, étendu au bord de la mer, une espèce de tronc d'arbre qu'il n'avait pas remarqué en passant au même endroit 2 heures auparavant. Il s'était alors amusé à ramasser des cailloux et à les jeter au soliveau. Mais tout à coup, au contact des cailloux, le soliveau s'était réveillé, ce n'était rien d'autre qu'un caïman qui dormait au soleil.
Les Caïmans ont le réveil maussade à ce qu'il paraît. Celui dont il est question avisa mon père et se prit à courir après lui. Mon père, véritable enfant des colonies, fils des plages et des savanes, courait bien, mais il paraît que le caïman courait, ou plutôt sautait encore mieux que lui, et cette aventure eût bien pu me laisser à tout jamais dans les limbes si un nègre qui mangeait des patates, posé à califourchon sur un mur, n'eût vu ce dont il s'agissait et crié à mon père, déjà fort essoufflé, « Petit monsieur, courez droit, petit monsieur, courez gauche !» Ce qui traduit du créole en français voulait dire « Mon petit monsieur courait en zigzag ». Genre de locomotion tout à fait antipathique à l'organisation du caïman qui ne peut courir que droit devant lui ou sauter à la manière des lézards. Grâce au conseil, mon père arriva sain et sauf à l'habitation. Mais en arrivant, comme le grec de Marathon, il tomba hors d'haleine et peu s'en fallut que ce ne fût comme lui pour ne plus se relever. Cette course, dans laquelle l'animal était le chasseur et l'homme le chassé, avait laissé une profonde impression dans l'esprit de mon père. Mon grand-père, habitué à la vie aristocratique de Versailles, avait peu de goût pour l'existence qu'il menait aux colonies. D'ailleurs, sa femme, qu'il aimait beaucoup, était morte en 1772, et comme elle était chargée de tous les détails de l'habitation, depuis sa mort, allait perdant tous les jours de sa valeur. Le marquis fit un bail de cette habitation, moyennant une redevance qui devait être exactement payée, et revint en France. Ce retour eut lieu vers 1780. Mon père avait alors 18 ans. Au milieu de l'élégante jeunesse de cette époque, parmi les Lafayette, les Lameth, les Dillon, les Lauzun, qui furent tous ses camarades, mon père vivait en vrai fils de famille. Beau de visage, quoique son teint de mulâtre donnât un caractère étrange à sa physionomie, élégant comme un créole, admirablement fait à l'époque où c'était un avantage d'être bien fait, avec des pieds et des mains de femme, prodigieusement adroit à tous les exercices du corps, un des meilleurs élèves de la Boissière, le premier maître escrimeur du temps, luttant de force, d'adresse et d'agilité avec Saint-Georges, qui, âgé de 48 ans, avait toutes les prétentions d'un jeune homme et justifiait toutes ses prétentions, mon père devait avoir et eut une foule d'aventures dont nous ne rapporterons qu'une seule qui, par son caractère d'originalité, mérite cette exception. En outre, un nom illustre s'y rattache, et soit au théâtre, soit dans mes romans, ce nom s'est présenté si souvent sous ma plume que c'est presque un devoir pour moi d'expliquer au public d'où vient ma sympathie pour ce nom. Le marquis de la Pailletterie avait été compagnon du duc de Richelieu, plus vieux que lui de 14 ans, à l'époque où celui-ci, sous les ordres du marquis d'Asfeld, commandait une brigade au siège de Philippsbourg. Ce devait être en 1738. Mon grand-père était alors le premier gentilhomme de monsieur le prince de Conti. Monsieur le duc de Richelieu était, comme on sait, du côté de son grand-père, qui se nommait Vignerot, d'assez médiocre naissance. Il avait inutilement changé en D le T qui termine ce nom et invoqué une origine anglaise pour dérouter les chercheurs de filiation. Les limiers héraldiques prétendaient que le susdit Vignerot avec un T et non avec un D était tout bonnement un joueur de luth, lequel avait séduit la nièce du grand cardinal, comme Abélard la nièce du chanoine Fulbert, et qui, plus heureux qu'Abélard, étant resté au complet, l'avait épousée après l'avoir séduite. Le maréchal, qui au reste à cette époque n'était pas encore maréchal, Vignerot par son père, n'était Richelieu que par sa grand-mère, ce qui ne l'avait pas empêché d'épouser en premières noces mademoiselle de Noailles et en seconde mademoiselle de Guise. Alliance, nous parlons de la dernière alliance qui l'apparentait avec la maison impériale d'Autriche et le faisait cousin du prince de Pont et du prince de Lixin. Or il arriva qu'un jour que le duc de Richelieu avait été de tranchée, et que, selon son habitude, il ne s'était pas ménagé, il arriva, dis-je, qu'il revenait au camp avec mon grand-père, et suivait la chaussée tout couvert de sueur et de boue. Messieurs les princes de Pont et de Lixin se promenaient sur cette même chaussée.
Le duc, pressé de rentrer chez lui pour changer de tout, passa près d'eux au galop en les saluant. « Oh, dit le prince de Lixin, c'est vous, mon cousin, vous voilà bien crotté. Vous l'êtes un peu moins cependant depuis que vous avez épousé ma cousine. » Monsieur de Richelieu arrêta court son cheval, mit pied à terre, invita mon grand-père à en faire autant, et s'avança vers le prince de Lixin. Monsieur, lui dit-il, vous m'avez fait l'honneur de m'adresser la parole. Oui, monsieur le duc, répondit le prince. Je crois même avoir mal entendu ce que vous m'avez fait l'honneur de me dire. Vous plairait-il de me répéter les mêmes paroles sans y changer une syllabe? Le prince de Lixin s'inclina en signe d'acquiescement et répéta mot pour mot la même phrase qu'il avait déjà prononcée. Elle avait un tel caractère d'insolence qu'il n'y avait pas d'arrangement possible. Monsieur de Richelieu salua monsieur de Lixin et mit l'épée à la main. Le prince en fit autant. Le prince de Pons trouva naturellement le témoin de son frère, le prince de Lixin, et mon grand-père celui du duc de Richelieu. Au bout d'une minute, monsieur de Richelieu passait son épée au travers du corps du prince de Lixin, lequel tomba roide mort entre les bras du prince de Pons. 45 ans s'étaient passés depuis cet événement. Monsieur de Richelieu, doyen des maréchaux de France, avait été nommé le président du tribunal du point d'honneur en 1781 à l'âge de 85 ans. Il avait donc 87 ans quand arriva l'anecdote que nous allons raconter. Mon père avait 22 ans. Il se trouvait un soir en grand négligé au théâtre de Montansier, dans la loge d'une créole fort belle et forte en réputation à cette époque. Soit à cause de la grande popularité de la dame, soit à cause de son négligé, il se tenait sur le derrière de la loge. Un mousquetaire qui, de l'orchestre, avait reconnu la dame, se fit ouvrir la loge et, sans demander autrement la permission, vint s'asseoir auprès d'elle et commença d'entamer la conversation. « Pardon, monsieur, dit la dame, l'interrompant au premier mot qu'il prononça, mais il me semble que vous ne remarquez pas assez que je ne suis pas seul. »« Et avec qui êtes-vous » demanda le mousquetaire. « Mais avec monsieur, je pense, répliqua la dame en indiquant mon père. « Oh, pardon, dit le jeune homme, je prenais monsieur pour votre laquais. » Cette insolence n'était pas plutôt lâchée que l'impertinent mousquetaire, lancé comme par une catapulte, allait tomber au milieu du parterre. Cette chute, à laquelle personne ne s'attendait, produisit un grand tumulte. Elle intéressait non seulement celui qui tombait, mais encore ceux sur qui il tombait. Le parterre était debout à cette époque et n'eut par conséquent pas besoin de se lever. Il se retourna en poussant des grands cris vers la loge d'où avait été lancé le mousquetaire. Mon père, qui s'attendait aux suites qu'une pareille affaire devait naturellement avoir, sortit à l'instant même de la loge pour attendre son adversaire dans le corridor. Mais il n'y trouva qu'un officier de la connétablie qui le toucha de sa baguette d'ébène à pomme d'ivoire en lui annonçant qu'au nom de messeigneurs les maréchaux de France, il s'attachait à sa personne. C'était la première fois que mon père avait affaire à la connétablie. Élève à Saint-Domingue, où il n'y avait aucun tribunal de maréchaux, il n'était pas au courant des pratiques de l'institution. Pardon, monsieur, dit-il au garde, vous venez de m'annoncer, je crois que vous vous attachez à ma personne. J'ai cet honneur, monsieur, répondit le garde. Voudriez-vous avoir la bonté de m'expliquer ce que cela veut dire? Cela veut dire, monsieur, que de ce moment à celui où le tribunal du point d'honneur aura décidé de votre affaire, je ne vous quitterai plus. Vous ne me quitterez plus? Non, monsieur. Comment, vous allez me suivre? Oui, monsieur. Et partout où j'irai? Partout. Même chez madame? Le garde s'inclina avec une politesse exquise. Même chez madame, répondit-il. Même chez moi, continua mon père, même chez vous, dans ma chambre, dans votre chambre. Oh, c'est fort cela. C'est ainsi, monsieur. Et le garde s'inclina avec la même politesse que la première fois.
Mon père avait bien envie de se débarrasser du garde de la connétablie comme il s'était débarrassé du mousquetaire, mais toutes les réponses, et même les injonctions que nous venons de rapporter, lui avaient été faites avec une telle courtoisie qu'il n'avait pas moyen de se fâcher. Mon père reconduisit la dame jusqu'à sa porte, la salua aussi respectueusement que le garde de la connétablie l'avait salué lui-même, et ramena chez lui le délégué de messieurs les maréchaux de France. Celui-ci s'installa dans son appartement, sortant avec lui, ne le quittant pas plus que son ombre. 3 jours après, mon père fut assigné à comparaître devant monsieur le duc de Richelieu, qui habitait alors le fameux pavillon de Hanovre. On sait que les Parisiens avaient baptisé ainsi l'hôtel que monsieur de Richelieu avait fait bâtir au coin du boulevard et de la rue Louis-le-Grand, parce qu'il prétendait, et peut-être n'était-ce pas sans raison, que la guerre de Hanovre en avait fait les frais. Mon père s'appelait alors le comte de la Pailletterie, nous dirons bientôt à quelle occasion il renonça à ce nom et à ce titre. Ce fut donc sous ce nom et sous ce titre que mon père fut annoncé chez le maréchal. Ce nom éveilla un double souvenir dans l'esprit et dans le cœur du vainqueur de Mahon. « Oh, oh, dit-il en se renversant dans son fauteuil, seriez-vous, par hasard, le fils du marquis de la Pailletterie, un ancien ami à moi, qui fut, pendant le siège de Philippsbourg, mon témoin dans le duel où j'eus le malheur de tuer le prince de Lixin ? » ?»« Oui, monseigneur. » »« Alors, monsieur, c'était la manière du duc de Richelieu de prononcer le mot monsieur, vous êtes le fils d'un brave gentilhomme, vous devez avoir raison, contez-moi votre affaire. » Mon père raconta l'événement tel que nous venons de le raconter nous-mêmes. Il y avait, entre cette affaire et celle de monsieur de Richelieu avec son cousin, une trop grande analogie pour que le maréchal n'en fût point frappé. « Oh, fit-il, et vous affirmez que cela s'est passé ainsi, monsieur ? » ?»« Ah, sur ma foi de gentilhomme, monseigneur. »« Il vous faut une réparation, alors, et si vous voulez aujourd'hui m'accepter pour témoin, je serai enchanté de vous rendre à mon tour le service que monsieur votre père m'a rendu il y a tantôt 46 ou 47 ans. » Comme on le comprend bien, mon père accepta cette offre qui sentait son Richelieu des pieds à la tête. La rencontre eut lieu dans le jardin même du pavillon de Hanovre. L'adversaire de mon père reçut un coup d'épée à travers l'épaule. Cette aventure devait réunir les deux vieux amis. Le duc de Richelieu demanda au fils des nouvelles du père et apprit que le marquis de la Pailletterie, après avoir habité Saint-Domingue pendant près de 20 ans, était revenu en France et habitait maintenant Saint-Germain-en-Laye. Une invitation fut envoyée au marquis de la Pailletterie de venir voir le duc au pavillon de Hanovre. Comme on pense bien, mon grand-père n'y manqua point. Ces deux héros de la Régence parlèrent longuement de leurs campagnes et de leurs amours. Puis, au dessert, la conversation tomba sur mon père, et il fut convenu que le maréchal saisirait la première occasion qui se présenterait de placer dans l'armée le fils de son vieil ami. Il était écrit que la carrière militaire de mon père s'ouvrirait sous de moins illustres auspices. Vers cette époque, mon grand-père épousa en secondes noces Marie-Françoise de Retoux, sa femme de charge. Il avait alors 74 ans. Ce mariage apporta un refroidissement entre le fils et le père. Il résulta de ce refroidissement que le père serra plus que jamais les cordons de sa bourse et que le fils s'aperçut un matin que la vie de Paris sans argent était une sotte vie. Il alla donc trouver le marquis et lui annonça qu'il venait de prendre une résolution. « Laquelle ?» demanda le marquis. « Celle de m'engager. »« Comme quoi ? » ?»« Comme soldat. »« Où cela ? » ?»« Dans le premier régiment venu. »« À merveille, répondit mon grand-père, mais comme je m'appelle le marquis de la Pailletterie, que je suis colonel, commissaire général d'artillerie, je n'entends pas que vous traîniez mon nom dans les derniers rangs de l'armée. »« Alors vous vous opposez à mon engagement ? » ?»« Non, mais vous vous engagerez sous un nom de guerre. »« Ah, c'est trop juste, répondit mon père, je m'engagerai sous le nom de Dumas. »« Soit. »
Et le marquis, qui n'avait jamais d'ailleurs été un père très tendre, tourna le dos à son fils, le laissant libre de faire ce qu'il voudrait. Mon père s'engagea donc, ainsi que la chose avait été convenue, sous le nom d'Alexandre Dumas. Il s'engagea le 2 juin 1786 au régiment des Dragons de la Reine, 6e de l'arme, sous le numéro 429. Ce fut monsieur le duc de Gramont, grand-père de mon ami le duc de Guiche actuel, qui reçut son engagement sous le nom d'Alexandre Dumas. Seulement, à l'appui de cet engagement fut annexé un certificat que le duc de Guiche, voici 2 ans à peu près, est venu m'apporter comme un bon souvenir de monsieur le duc de Gramont, son père. Il était signé de 4 notables de Saint-Germain-en-Laye, et constatait que, quoique s'engageant sous le nom d'Alexandre Dumas, le nouvel enrôlé était bien le fils du marquis de la Pailletterie. Quant au marquis, il mourut 13 jours après l'engagement de son fils aux Dragons de la Reine, comme il convenait à un vieux gentilhomme qui ne voulait pas voir la prise de la Bastille. Voici son extrait mortuaire tel qu'il est consigné sur le registre de l'état civil de Saint-Germain-en-Laye. Le vendredi 16 juin 1786, le corps de très haut et très puissant seigneur messire Alexandre-Antoine Davy de la Pailletterie, écuyer, seigneur et patron de Bielleville, époux de Marie-Françoise Retout, mort le jour précédent, âgé d'environ 76 ans, a été inhumé au cimetière, messe chantée en présence du clergé et du sieur Denis Nivara, bourgeois, du sieur Louis Regnault, aussi bourgeois, ami du défunt, qui ont signé. Par cette mort, le dernier lien qui retenait mon père à l'aristocratie se trouvait rompu. Chapitre 3. Le nouvel enrôlé rejoignit son régiment en garnison à Laon vers la fin du mois de juin 1786. Mon père, nous l'avons déjà dit, à l'âge de 24 ans qu'il avait alors, était un des plus beaux jeunes hommes qu'on pût voir. Il avait ce teint bruni, ses yeux marrons et veloutés, ce nez droit qui n'appartiennent qu'au mélange des races indiennes et caucasiques. Il avait les dents blanches, les lèvres sympathiques, le cou bien attaché sur de puissantes épaules, et malgré sa taille de 5 pieds 9 pouces, une main et un pied de femme. Ce pied surtout faisait damner ses maîtresses, dont il était bien rare qu'il ne pût pas mettre les pantoufles. Au moment où il se maria, son mollet était juste de la grosseur de la taille de ma mère. La liberté dans laquelle il avait vécu aux colonies avait développé son adresse et sa force d'une manière remarquable. C'était un véritable cavalier américain, un gaucho. Le fusil ou le pistolet à la main, il accomplissait des merveilles dont Saint-Georges et Junot étaient jaloux. Quant à sa force musculaire, elle était devenue proverbiale dans l'armée. Plus d'une fois, il s'amusa au manège, en passant sous quelques poutres, à prendre cette poutre entre ses bras et à enlever son cheval entre ses jambes. Je l'ai vu, et je me rappelle cela avec tous les étonnements de l'enfance, porter 2 hommes sur sa jambe pliée, et avec ces 2 hommes en croupe, traverser la chambre à cloche-pied. Je l'ai vu, dans un mouvement de douleur, prendre un jonc de grosseur moyenne entre ses 2 mains, et entre ses 2 mains le briser en tournant une main à droite et une main à gauche. Je me rappelle enfin que, sortant un jour du petit château des Fossés où nous demeurions, il avait oublié la clé d'une barrière. Je me rappelle l'avoir vu descendre de cabriolet, prendre la barre transversale et, à la 2e ou 3e secousse, faire éclater la pierre dans laquelle elle était scellée. Le docteur Ferrus, qui a servi sous mon père, m'a raconté souvent que, âgé de 18 ans à peu près, lui, Ferrus, fut expédié à l'armée des Alpes comme aide-chirurgien. Le soir de son arrivée, il regardait, au feu d'un bivac, un soldat qui, entre plusieurs tours de force, s'amusait à introduire son doigt dans le canon d'un fusil de munitions et le soulevait, non pas à bras, mais à doigts tendus. Un homme enveloppé d'un manteau se mêla aux assistants et regarda comme les autres.
Puis, souriant et jetant son manteau en arrière, « C'est bien cela, dit-il, maintenant apportez 4 fusils. » On obéit, car on avait reconnu le général en chef. Alors il passa ses 4 doigts dans les 4 canons et leva les 4 fusils avec la même facilité que le soldat en avait enlevé un seul. « Tiens, dit-il, en les reposant lentement à terre, quand on se mêle de faire des tours de force, voilà comment on les fait. » Phérus, en me racontant cette anecdote, en était encore à comprendre comment les muscles d'un homme pouvaient soulever un pareil poids. Le père Moulin, propriétaire de l'hôtel du Palais-Royal où fut tué le maréchal Brune à Avignon, le père Moulin, qui lui-même était d'une force telle que le jour de l'assassinat du maréchal, et en le défendant, il prit un des assassins en lui passant la main sous les côtes, ce sont ses propres expressions, et le jeta par une fenêtre. Le père Moulin me racontait, à l'un de mes passages à Avignon, que servant sous mon père en Italie, un ordre du jour était intervenu défendant aux soldats de sortir sans leurs sabres, sous peine de 48 heures de salle de police. Cet ordre du jour était motivé par les fréquents assassinats qui avaient lieu. Mon père passait à cheval et rencontra le père Moulin, qui, à cette époque, était un beau et grand garçon de 25 ans. Malheureusement, ce beau et grand garçon de 25 ans n'avait pas de sabre au côté. En apercevant mon père, il se mit à courir pour gagner une rue transversale, mais mon père, qui avait avisé le fuyard et reconnu la cause de sa fuite, mit son cheval au galop, le rejoignit, et tout en lui criant « Mais, gredin, tu veux donc te faire assassiner ?» il l'empoigna par le collet de son habit, et le soulevant de terre, sans presser ni ralentir la marche de son cheval, il l'emporta ainsi dans sa serre comme un épervier fait d'une alouette, jusqu'à ce que, trouvant un corps de garde sur sa route, il le jeta dans ce corps de garde en criant « 48 heures de salle de police à ce bougre-là !» Le père Moulin avait fait les 48 heures de salle de police, mais ce qui lui était resté dans l'esprit, ce qui lui avait paru durer le plus de temps, ce n'était pas les 48 heures de prison, c'était ces 10 minutes de course. L'adresse de mon père comme chasseur était égale à sa force physique. J'ai retrouvé dans les Alpes, où, comme on vient de le voir, il a commandé en chef, des traditions conservées chez des vieillards qui avaient chassé avec lui et qui citaient des exemples presque incroyables de sa rapidité à ce qu'on appelle en termes de chasse « jeter le coup ». Au reste, un seul fait en donnera l'idée. Parmi ses aides de camp, mon père avait distingué comme un excellent et infatigable chasseur le capitaine d'Orbourg de Marsange, commandant la compagnie d'élite du 15e régiment de dragons. Il en avait fait son compagnon ordinaire dans ses expéditions de chasse. Un matin, mon père et son aide de camp sortirent du Caire par la porte du Nil pour aller chasser dans l'île de Rhoda. À peine avaient-ils fait 500 pas hors des murs qu'ils rencontrèrent un capitaine de dromadaire qui, contrairement à toutes les habitudes de la vénerie, leur souhaita une bonne chasse. « Au diable l'animal !» s'écria le capitaine d'Orbourg, qui avait toutes les superstitions des vrais chasseurs. « Voilà notre journée flambée. Si vous m'en croyez, nous rentrerons. »« Allons donc, fit mon père, es-tu fou ? Mais, mon général, vous savez le proverbe. » Sans doute, je le sais, mais c'est un proverbe français et non arabe. Oh, si nous chassions dans la plaine Saint-Denis, je ne dis pas. Allons, en route. On s'embarqua et on atteignit l'île. L'île, d'ordinairement si giboyeuse, semblait déserte. Le capitaine d'Orbourg, de 5 minutes en 5 minutes, envoyait à tous les diables le capitaine de dromadaire. Tout à coup, il s'arrêta, l'œil fixe, le fusil en arrêt. « Général, dit-il à mon père, qui était à 25 pas de lui. « Eh bien quoi ? Un serpent !»« Comment, un serpent ? Oui, et même de taille, il est plus gros que mon bras. Où cela ? Devant moi. » Mon père fit quelques pas, mais malgré toute son attention, il ne put rien voir. Il fit un mouvement d'épaule qui indiquait son impuissance. « Comment, là, vous ne le voyez pas, dit le capitaine, il s'est enroulé autour de lui-même et balance sa tête en sifflant. » Alors tire sur lui, et le plus promptement possible, car il va s'élancer. Le capitaine d'Orbourg porta rapidement la crosse de son fusil à l'épaule et lâcha le coup. L'amorce seule brûla.
Au même instant, le serpent s'élança, mais avant qu'il eût parcouru la distance qui le séparait du capitaine, le coup était parti, et la charge, faisant balle, lui avait emporté la tête. Le serpent alla tomber aux pieds du capitaine, autour des jambes duquel il se tordit dans les dernières convulsions de l'agonie. Le capitaine jeta un cri, car ce ne fut qu'au bout d'un instant qu'il put s'apercevoir dans quel état était le serpent. Revenu à lui, et un peu rassuré, le capitaine d'Orbourg rapporta le serpent au Caire, le fit dépouiller, et, en souvenir du danger qu'il avait couru, se fit faire un ceinturon de sabre avec sa peau. Mais tout le long du chemin, il n'en répétait pas moins à mon père. « Mon général, quand je vous disais que ce diable de capitaine nous porterait malheur !» Et en effet, de toute la journée, les deux chasseurs ne tirèrent que le serpent, ce qui était une assez pauvre chasse. Au mois de juillet 1843, comme à mon retour de Florence, je logeais rue de Richelieu, hôtel de Paris, je reçus une lettre signée Ludovic d'Orbourg, dans laquelle le signataire me demandait une entrevue pour acquitter près de moi une dernière recommandation à lui faite par son père mourant. Le lendemain était le jour de la première représentation des Demoiselles de Saint-Cyr. Je remis l'entrevue au surlendemain. L'ancienne aide-de-camp du général Dumas en Égypte avait, en mourant, recommandé à son fils, Ludovic d'Orbourg, de me remettre, après sa mort, comme un souvenir de reconnaissance, la peau du serpent, tué si vivement et si adroitement par mon père dans l'île de Roda. Souvent au reste, il avait raconté l'histoire à son fils, car de tous les dangers qu'avait affronté le comte d'Orbourg dans sa longue carrière militaire, c'était celui que lui avait fait courir le serpent du Nil qui était resté le plus profondément empreint dans sa mémoire. Grâce à cette tradition orale, j'ai donc pu consigner ici le fait dans tous ses détails. À peine mon père avait-il rejoint son régiment que l'occasion se présenta de déployer son adresse comme élève de La Boissière. Le régiment du roi et le régiment de la reine, qui avaient toujours été en rivalité, se trouvèrent en garnison dans la même ville. C'était une belle occasion pour faire de la petite guerre. De si dignes rivaux ne la laissèrent pas s'échapper, on le comprend bien. Un jour, un soldat du régiment du roi passa près d'un soldat du régiment de la reine. Le premier arrêta le second. « Camarade, lui dit-il, tu ne sais pas une chose ?»« Ah non, répondit celui-ci, mais si tu me l'as dit, je la saurai. »« Eh bien, c'est que le roi la reine. »« Ah, ce n'est pas vrai, répondit l'autre, c'est au contraire la reine qui le roi. » L'insulte était grave de part et d'autre. Il fallut recourir aux armes. Une centaine de duels eurent lieu dans les 24 heures. Mon père en prit 3 pour son compte. Dans un de ces duels, il reçut un coup de pointe au front. Heureusement, comme du Guesclin, il avait la tête dure. Cette blessure, à laquelle il ne fit aucune attention sur le moment, eut plus tard de graves conséquences et faillit le rendre fou. Les premiers événements de la Révolution se passèrent sans que mon père y prît aucune part. L'Assemblée nationale fut constituée, la Bastille tomba, Mirabeau grandit, tonna et mourut, tandis que, simple soldat ou brigadier, mon père faisait ses garnisons en province. Vers 1790, il vint en détachement à Villers-Cotterêts et y connut ma mère, qu'il épousa, comme nous l'avons dit, le 28 novembre 1792. Cependant, la Révolution grandissait en France et la coalition s'organisait à l'étranger. Le 27 août 1791, 4 jours après la première insurrection des nègres à Saint-Domingue, Léopold Ier, empereur d'Allemagne, et Frédéric Guillaume II, roi de Prusse, se réunirent à Pillnitz et, en présence de M. de Bouillé, à qui l'affaire des Suisses de Nancy avait donné une si terrible célébrité, ils rédigèrent la déclaration suivante. Leur Majesté, ayant entendu les désirs et les représentations de leurs Altesses Monsieur et le comte d'Artois, frère du roi, regardent conjointement la situation où se trouve actuellement le roi de France comme un objet d'un intérêt commun à toute l'Europe.
Ils espèrent que cet intérêt ne peut manquer d'être reconnu par les puissances dont les secours sont réclamés, et qu'en conséquence, elles ne refuseront pas d'employer, conjointement avec leur susdite majesté, les moyens les plus efficaces relativement à leurs forces pour mettre le roi de France en état d'affermir, dans les limites de la plus parfaite liberté, les bases d'un gouvernement monarchique également convenable aux droits des souverains et au bien-être de la nation française. Alors, et dans ce cas, leur dite majesté, l'empereur et le roi de Prusse sont résolus d'agir promptement d'un mutuel accord avec les forces nécessaires pour obtenir le but proposé en commun. En attendant, elles donneront à leurs troupes les ordres convenables pour qu'elles soient à portée de se mettre en activité. Ce furent ces quelques lignes qui allumèrent à Quiévrain un incendie qui ne s'éteignit qu'à Waterloo. Le 14 janvier 1792, un décret de l'Assemblée nationale invita le roi Louis XVI à demander, au nom de la nation, des explications à l'empereur. Le 10 février était fixé comme terme à sa réponse, et, à défaut de réponse, disait le décret, le silence de l'empereur, après la déclaration de Pillnitz, sera considéré comme une rupture des traités de 1756 et comme une hostilité. Le 1er mars suivant, l'empereur Léopold mourait, épuisé de débauche, à l'âge de 45 ans, et son fils François lui succédait dans les états héréditaires. Comme aucune réponse satisfaisante n'avait été faite, les troupes se portèrent à la frontière, et le régiment des dragons de la Reine, où mon père servait toujours, mais depuis le 16 février 1792 en qualité de brigadier, fut placé sous les ordres du général Bournonville. Ce fut au camp de Maulde que mon père trouva la première occasion de se distinguer. Commandant comme brigadier une découverte composée de 4 dragons, il se rencontra à l'improviste avec une patrouille ennemie composée de 13 chasseurs tyroliens. Les apercevoir et, malgré l'infériorité du nombre, donner l'ordre de charger, fut pour lui l'affaire d'un instant. Les Tyroliens, qui ne s'attendaient pas à cette brusque attaque, se retirèrent dans une petite prairie entourée d'un fossé assez large pour arrêter la cavalerie. Mais, je l'ai dit, mon père était excellent cavalier. Il montait un bon cheval qu'il appelait Joseph. Il rassembla les rênes, lança Joseph, franchit le fossé, comme M. de Montmorency, et se trouva en un instant seul au milieu des 13 chasseurs, qui, étourdis d'une pareille audace, tendirent leurs armes et se rendirent. Le vainqueur réunit en un seul faisceau les 13 carabines, puis marchait les 13 hommes à la rencontre de ces 4 dragons qui se tenaient de l'autre côté du fossé qu'ils n'avaient pu franchir, et ayant le dernier repassé le fossé, il ramena ses prisonniers au camp. Les prisonniers étaient rares à cette époque. L'apparition de 4 hommes en ramenant 13 produisit une vive sensation dans le camp. Cette preuve de courage que venait de donner le jeune brigadier fit du bruit. Le général Bournonville voulut le voir, le fit maréchal des logis, l'invita à dîner et mit son nom à l'ordre du jour. Ce fut la première illustration qui s'attacha à ce nouveau nom d'Alexandre Dumas, adopté par le fils du marquis de la Pailletterie. À partir de ce moment, le général Bournonville voua à mon père une bienveillance qui lui a toujours conservé, et il avait coutume de dire, quand mon père était de service au quartier général, « Oh, cette nuit je dormirai tranquille, c'est Dumas qui veille sur nous ». C'était le moment des enrôlements volontaires, et la France présentait au monde un spectacle qui pouvait passer pour un exemple. Jamais nation n'avait été si près de sa perte que l'était la France de 1792, si ce n'est la France de 1428. 2 miracles la sauvèrent, cette bien-aimée fille de Dieu. En 1428, le Seigneur suscita une vierge qui sauva la France comme Jésus avait sauvé le monde en mourant. En 1792, il souleva tout un peuple, il mit son souffle dans toute une nation. Xerxès, sur le rocher de la Salamine, se crut moins sûr d'Athènes, se jetant à la nage et se réfugiant sur la flotte de Thémistocle. Louis XIV, aux portes d'Amsterdam, se crut moins sûr de la Hollande, se noyant pour lui échapper, que le roi Frédéric Guillaume ne se crut sûr de la France
à Longwy et à Verdun. La France sentit la main de la mort qui s'étendait sur elle, et par une puissante et terrible contraction, déjà les pieds dans son linceul, elle s'élança hors du tombeau. Tout la trahissait. Son roi, qui essayait de fuir à Varennes et de rejoindre Bouillé à Montmédy. Sa noblesse, qui combattait dans les rangs ennemis et qui poussait les Prussiens sur la France. Les prêtres, plus terribles, qui infiltraient la guerre civile, non pas même entre citoyens d'une même patrie, d'une même province, d'une même ville, mais entre les membres de la même famille, entre le mari et la femme, entre les fils et le père, entre le frère et la sœur. À cette époque où la Rome française luttait, nous ne dirons pas contre Albe, mais contre toute l'Europe, il n'y eut peut-être pas une maison qui n'eût sa Camille, maudissant son frère et pleurant son amant. Oh, c'est dans ces moments-là que la France est grande et qu'on s'aperçoit qu'elle a bien réellement une mission providentielle, puisque là où tout autre peuple succomberait, elle se lève, combat et triomphe. Tous les historiens ont parlé de Paris à cette époque. Il semble que ce soit Paris qui étouffait, que la révolution armée soit sortie de Paris pour marcher sur la frontière. Oui, certes, Paris, avec ses bureaux d'enrôlement dressés sur les places publiques, Paris avec ses recruteurs allant de maison en maison, Paris avec ses canons tonnants, ses tambours battants, ses cloches sonnantes, Paris avec ses proclamations de la patrie en danger, Paris avec son drapeau de détresse aux plis immenses flottant aux fenêtres de l'hôtel de ville, Paris avec la grande voix de Danton criant aux armes, a beaucoup fait, mais la province a fait autant que Paris, et elle n'a pas eu ces terribles journées des 2 et 3 septembre. 2 départements, le Gard et la Haute-Saône, levèrent à eux seuls 2 armées. 2 hommes à eux seuls armèrent et équipèrent chacun un escadron de cavalerie. Un village se donna tout entier depuis le premier jusqu'au dernier homme et en se donnant offrit une somme de 300 000 francs. Les mères firent plus que de donner leur argent, plus que de se donner elles-mêmes. Elles donnèrent leur fils, second accouchement plus terrible, plus douloureux et plus déchirant que le premier. 800 000 hommes s'enrôlèrent. La France, qui avait eu grand-peine à rassembler une armée pour défendre cette Thermopyles de l'Argonne ou pour gagner la bataille de Valmy, avait 12 armées et commençait de marcher à la conquête de l'Europe un an après. Ce fut une grande faute à Frédéric Guillaume et à Léopold que de déclarer la guerre à la Révolution. S'ils se fussent contentés de tendre une espèce de cordon sanitaire autour de la France, de l'envelopper d'une ceinture armée, la France se fût probablement dévorée elle-même. Le volcan qui faisait éruption eût tout renfermé, flammes et laves, dans ce sombre et profond cratère qu'on appelait Paris, et où bouillonnaient des journées comme les 5 et 6 octobre, comme le 20 juin, comme le 10 août, comme les 2 et 3 septembre, comme le 21 janvier. Mais il crevait à la montagne de 2 coups d'épée, et la Révolution, à qui on ouvrait une voie, se répandit sur le monde. À tout moment, on voyait arriver à l'armée quelques nouveaux régiments dont on ne soupçonnait pas l'existence, qui n'étaient portés sur aucun cadre. Créé de la veille, tout incomplet encore, il marchait à l'ennemi. Saint-Georges avait été nommé colonel de la Légion franche de cavalerie des Américains du Midi. Boyer, de son côté, venait de lever le régiment des hussards de la liberté et de l'égalité. Tous deux connaissaient mon père, tous deux le voulurent avoir sous leurs ordres. Saint-Georges le prit d'abord comme sous-lieutenant le 1er septembre 1792. Boyer le prit comme lieutenant le lendemain. Enfin, Saint-Georges, qui à tout prix voulait le garder, le fit nommer lieutenant-colonel le 10 janvier 1793. Placé en réalité à la tête du régiment, car Saint-Georges, peu friand du feu, était resté à Lille sous prétexte de veiller à l'organisation de sa troupe, placé à la tête du régiment, disons-nous, mon père vit rouvrir devant son courage et devant son intelligence un plus vaste champ. Les escadrons de guerre disciplinés par lui furent cités pour leur patriotisme et leur belle tenue.
Toujours au feu, il se passa peu d'affaires au camp de la Madeleine où ces escadrons ne donnassent, et pourtant, où ils le donnèrent, ils laissèrent un souvenir honorable, souvent une trace glorieuse. Un jour, entre autres, le régiment se trouva d'avant-garde et heurta tout à coup un régiment hollandais caché dans des seigles qui, en cette saison et en ce pays, s'élèvent à hauteur d'homme. La présence de ce régiment fut révélée par le mouvement d'un sergent qui, placé à 15 pas à peine de mon père, apprêta son fusil pour faire feu. Mon père vit ce mouvement, comprit qu'à cette distance le sergent ne pouvait le manquer, tira un pistolet de ses fontes et lâcha le coup avec tant de rapidité et de bonheur qu'avant que l'arme se fût abaissée, le canon était percé à jour par la balle du pistolet. Ce coup de pistolet fut le signal d'une charge magnifique dans laquelle le régiment hollandais fut taillé en pièces. Mon père ramassa sur le champ de bataille ce fusil au canon percé d'une balle et qui ne tenait plus à droite et à gauche que par 2 parcelles de fer. Je l'ai eu longtemps en ma possession, mais il a fini par m'être volé dans un déménagement. Les pistolets qui avaient opéré ce miracle de justesse avaient été donnés par ma mère et sortaient des magasins de Lepage. Ils acquirent plus tard une certaine célébrité dans l'armée d'Italie. Quand nous en serons là, nous dirons à quelle occasion. Le 30 juillet 1793, mon père reçut le brevet de général de brigade à l'armée du Nord. Le 3 septembre de la même année, il fut nommé général de division à la même armée. Enfin, 5 jours après, il fut nommé général en chef de l'armée des Pyrénées-Occidentales. Ainsi, le 28 novembre 1792, ma mère avait épousé mon père, lieutenant-colonel de hussards, et moins d'une année après, il était nommé général en chef. Il avait fallu 20 mois, en partant des derniers rangs, puisqu'il n'était que simple soldat, pour atteindre une des plus hautes positions de l'armée. Voici dans quels termes mon père reçut du ministre de la guerre Bouchotte avis de sa nomination au commandement en chef de l'armée des Pyrénées-Occidentales. Paris, le 11 septembre 1793, l'an 2 de la République une et indivisible. Le ministre de la guerre au citoyen Dumas, général de division à l'armée du Nord. Je vous préviens, général, que le Conseil exécutif provisoire, comptant sur votre patriotisme, votre courage et votre expérience, vous a nommé à la place de général en chef de l'armée des Pyrénées-Occidentales, vacante à la mort de Delbecq. La Convention nationale a approuvé cette nomination et je m'empresse de vous envoyer votre lettre de service en vous invitant à ne pas perdre de temps pour vous rendre au poste qui vous a été désigné. Cette nomination va vous fournir une nouvelle occasion de montrer votre dévouement à la chose publique et de terrasser ses ennemis. Le républicanisme que vous avez montré jusqu'à présent est un sûr garant que vous n'en épargnerez aucun. Signé Bouchotte. Mais à Bayonne, de graves dissentiments éclatèrent entre mon père et les représentants du peuple en mission dans cette ville. Ces représentants du peuple étaient les citoyens Monestier, Pinel-Aîné, Garot, d'Artiguat et Cavaignac. Cette mission s'était fait dans le Midi une triste célébrité. Aussi, lorsque les représentants que je viens de nommer virent arriver mon père, dont ils connaissaient les opinions modérées, voulurent-ils parer le coup. Le 3 Brumaire, avant même que mon père fût arrivé, ils avaient pris l'arrêté suivant. Au nom de la République française, une et indivisible. Les représentants du peuple, près l'armée des Pyrénées-Occidentales et des départements voisins, instruit que le ministre de la guerre vient d'élever au grade de général de division dans l'armée des Pyrénées-Occidentales des citoyens qui n'ont pas la confiance des républicains, que ces nominations ont excité la sollicitude de la Société populaire de Bayonne, laquelle, craignant d'abord de voir enlever à leur poste les officiers sans culottes placés par les représentants montagnards, en second lieu de voir des intrigants et des militaires suspects travailler à égarer les soldats, a fait part de ses craintes à leur collègue Garot qui a déjà pris à cet égard des mesures provisoires.
instruit en même temps que le citoyen Dumas, nommé par le Conseil exécutif général de l'armée des Pyrénées-Occidentales, est prêt d'arriver à Bayonne et qu'il a été annoncé par son aide de camp, nommé Dariette, déjà arrivé dans la dite ville, considérant qu'au moment où le ministre de la guerre a fait les nominations dont il est question ci-dessus, il ne pouvait encore être instruit des opérations importantes que les représentants du peuple ont faites dans l'armée des Pyrénées-Occidentales, opérations commandées par la voix impérieuse du salut de la chose publique et auxquelles le ministre et le conseil exécutif s'empresseront d'applaudir lorsqu'ils en auront connaissance, considérant que l'intérêt de l'armée exige que la nomination faite par les représentants du peuple des généraux et officiers qui ont mérité, par leur courage, leur talent et leur sentiment républicain, la confiance du soldat soit maintenue, arrête. Article 1er. Les nominations faites jusqu'à ce jour par les représentants du peuple dans l'armée des Pyrénées-Occidentales, soit du général en chef, soit de tout autre officier, sont maintenues. Article 2. Il est défendu au citoyen Müller, général en chef des Pyrénées-Occidentales, de délivrer des lettres de service aux officiers qui viennent d'être ou qui seraient promus à quelque grade que ce soit par le conseil exécutif de la dite armée et de les faire reconnaître dans le grade que le ministre vient de leur conférer ou pourrait leur conférer. Article 3. Il est ordonné tant au citoyen Dumas, nommé général de l'armée des Pyrénées-Occidentales, par le conseil exécutif, qu'à tous les autres officiers qui pourraient être ou avoir été promus à quelque grade par le conseil exécutif dans la dite armée, de sortir des murs de Bayonne ou du Saint-Esprit, dès qu'ils y seront arrivés, jusqu'à l'arrivée des représentants du peuple dans cette ville. Le général Laroche, commandant de la ville de Bayonne et de la citadelle du Saint-Esprit, tiendra la main à l'exécution rigoureuse de cette disposition. Sont exceptés pourtant de la dite disposition les officiers qui étaient déjà dans l'armée lorsqu'ils ont été nommés par le ministre. Ceux-là resteront à leur poste dans le grade qu'ils avaient précédemment. Article 4. Les représentants du peuple se rendront incessamment à Bayonne. Ils conféreront ensemble sur le parti à prendre relativement aux nominations du conseil exécutif. En attendant, ils invitent le citoyen Garot, leur collègue actuellement à Bayonne, à vouloir bien adhérer au présent arrêté et à tenir la main à son exécution. Fait à Mont-de-Marsan, le 1er du 2e mois de l'an 2 de la République française, une et indivisible. Signé Monestier du Puy-de-Dôme, J. Pinel-Aîné et d'Artigoat. Le représentant du peuple sous-signé, adhérant à l'arrêté ci-dessus, déclare qu'il n'a et ne peut avoir aucune application au citoyen Frégeville, général de division, attaché depuis longtemps à cette armée, et que les représentants du peuple ont appelé auprès d'eux tant à Toulouse qu'à Bordeaux. Il estime en conséquence que le général Frégeville doit exercer ses fonctions de général divisionnaire soit à Bayonne, soit à l'armée, dès le moment de son arrivée. À Bayonne, le 3 du second mois de l'an 2 de la République française, une et indivisible, pour copie conforme à l'original, Garot. Messieurs les représentants du peuple avaient donc décidé que le général Dumas sortirait des murs de Bayonne aussitôt qu'il y serait arrivé. Malheureusement, mon père n'était pas un homme que l'on pût faire sortir avec cette facilité d'une ville où il croyait avoir le droit de rester. Il resta donc à Bayonne. Ce refus d'obéir à messieurs les représentants du peuple amena, le surlendemain de son arrivée, c'est-à-dire le 9 Brumaire, ce nouvel arrêté. Au nom de la République française une et indivisible, les représentants du peuple près l'armée des Pyrénées-Occidentales et des départements voisins, considérant que le comité de salut public et la Convention nationale ne connaissent pas les réformes devenues si nécessaires opérées dans cette armée, non plus que les remplacements qui ont eu lieu à l'époque où la promotion du général Dumas par le ministre de la guerre ou par le conseil exécutif a été approuvée par la Convention nationale, considérant que le général Müller a reçu de ses représentants le soin de commander provisoirement en chef cette armée en raison des preuves qu'il avait déjà données de son talent, de son activité, de son courage et de son républicanisme prononcé,
en raison de l'expérience qu'il avait acquise depuis 4 mois d'un travail assidu, de la manière de faire la guerre en ces contrées où les localités ne permettent pas d'exercer cet art et cette profession comme dans les armées de la République, où il faut un temps très considérable et un coup d'œil très observateur pour réduire toutes les portions de force employées sur une multitude de points en un ensemble et en un corps d'armée. Enfin encore en raison de ce que ses services auprès de cette armée et sa manière morale d'exister lui avaient concilié l'amitié, l'estime et la confiance des chefs et des soldats, considérant que le général Müller est aujourd'hui encore en pleine jouissance de cette estime, de cette amitié et de cette confiance, que seul il peut conduire et terminer une campagne dont seul il a la clé et les dispositions, enfin que cette campagne et la guerre ne peuvent durer encore environ que 3 semaines ou même moins, considérant que le général Dumas, contre lequel d'ailleurs les représentants du peuple n'ont aucun reproche à formuler, ne pourrait obtenir ses connaissances des localités, des plans et des positions que dans 6 semaines environ, ainsi qu'il s'en est expliqué lui-même dans la conférence amicale que les représentants du peuple ont eue avec lui, considérant que depuis la réforme opérée dans l'armée et l'élection provisoire du général Müller, l'ordre et la discipline, la concorde et la bonne union règnent plus vigoureusement et promettent les succès plus marqués, arrête pour le meilleur service de la République que provisoirement et jusqu'à un décret définitif de la Convention nationale, le général Müller retiendra le commandement en chef de l'armée des Pyrénées occidentales. Mais arrête aussi qu'il demeurera libre au général Dumas d'être employé dans cette même armée en qualité de chef divisionnaire jusqu'à ce décret définitif. À Bayonne, 2e jour du second mois de l'an 2 de la République, une et indivisible, signé Monestier du Puy-de-Dôme, d'Artigoat, Garot, Caveillac et Pinel-Aîné. Mon père avait obtenu la satisfaction qu'il désirait. Les représentants du peuple avaient déclaré qu'ils n'avaient aucun reproche à former contre lui et rapporté l'article de l'arrêté qui lui enjoignait de quitter Bayonne. Quant à l'autorisation qui lui était accordée de servir dans l'armée comme chef divisionnaire, on comprend qu'il n'en usa point. Il s'installa donc avec sa maison militaire sur la place où l'on avait d'avance retenu son logement. Malheureusement, cette place était celle où avaient lieu les exécutions. Lorsque l'heure terrible arrivait et lorsque toutes les autres fenêtres se garnissaient de curieux, mon père fermait les siennes, baissait ses jalousies et tirait ses rideaux. Alors, sous ces fenêtres fermées, il se faisait une émeute terrible. Tous les sans-culottes du pays se rassemblaient et hurlaient « Hé, monsieur de l'humanité, à la fenêtre, à la fenêtre !» Malgré ces cris, qui souvent prenaient le caractère de la menace et auxquels mon père et ses aides de camp, le sabre au côté et les pistolets au poing, s'apprêtèrent plus d'une fois à répondre à main armée, pas une de ces fenêtres ne s'ouvrit, pas un des officiers appartenant à l'état-major de mon père ne parut au balcon. Il résulta que le nouveau général envoyé par le pouvoir exécutif cessa de s'appeler le citoyen Alexandre Dumas et ne fut plus connu que sous le nom fort compromettant à l'époque, surtout au milieu de ceux qui le lui avaient donné de Monsieur de l'Humanité. Contestez-moi mon nom de David la Pailleterie, messieurs, ce que vous ne contesterez pas, c'est que je suis le fils d'un homme que l'on appelait l'Horatius Coclès devant l'ennemi et Monsieur de l'Humanité devant l'échafaud.